3, 2, 1. Here we go! Rebonjour à toutes et tous et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à eux, participants et participantes qui nous suivez à distance, comme vous le savez, dans cette édition 2021 de Cyclo Nouvelle-Aquitaine. Nous nous trouvons cependant physiquement à Bordeaux, dans ce studio dans lequel sont présents un certain nombre d'intervenantes et d'intervenants pour nos différentes conférences et tables rondes. Que je vous présenterai dans un instant. Ils sont nombreux pour cette conférence consacrée aux solutions fondées sur la nature. Le titre retenu pour celle-ci, c'est « Face au changement climatique, osons la nature » et c'est ce dont nous parlerons nos experts qui sont ici présents autour de la table ou pour certains en visio à distance. Vous pourrez à tout moment, comme pour toutes nos conférences et nos tables rondes, intervenir si vous le souhaitez sur le chat en direct sur YouTube. N'hésitez pas à vous manifester, à réagir ou à poser vos questions à destination de tel ou tel de nos intervenants. Alors, ces SFN, les solutions fondées sur la nature, désignent en fait des actions qui comportent un double impact positif sur la société et la biodiversité par la protection, la gestion ou la restauration des écosystèmes. Alors, c'est un terme qui rassemble de nombreux concepts, en réalité, nombreuses pratiques existantes. Les solutions fondées sur la nature sont toutefois encore peu identifiées comme telles. Alors, quelles opportunités derrière cette notion? Quelle plus-value des solutions fondées sur la nature en lien avec la ressource en eau? Concrètement, quelle mise en œuvre sur les territoires? Cette table ronde propose d'engager une réflexion autour de cette thématique au travers de situations concrètes pour répondre à ces différentes questions. Et pour ce faire, je vais vous proposer une première intervention justement en visio, à distance, celle qui nous est proposée par Freddy Ray, qui est directeur de recherche à l'INRAE. Alors, petit instant vocabulaire pour ceux qui ne connaîtraient pas la signification. Il s'agit tout simplement de l'ancienne INRA, Institut national de la recherche agronomique, auquel est associé aujourd'hui le E de environnement. Monsieur Ray, vous êtes président du groupe de travail sur les solutions fondées sur la nature de l'UICN, UICN France, Union internationale pour la conservation de la nature. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette grande institution, c'est la plus grande et la plus ancienne des organisations globales environnementales au monde, qui a été créée en 1992. Le comité français de l'UICN est le réseau des organismes et des experts de cette UICN, de l'Union internationale pour la conservation de la nature en France. Et il a pour but de contribuer à la conservation de la biodiversité et à une utilisation durable et équitable des ressources naturelles. Il valorise également par ses actions l'expertise française au niveau international et la France, justement, il faut le souligner, est le deuxième pays qui accueille le plus grand nombre de membres de l'UICN dans le monde. Voilà pour les présentations, Monsieur Ray, et je vous laisse entrer dans le vif du sujet de la vôtre, si vous le voulez bien. Oui, merci et bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux de pouvoir réaliser cette petite conférence introductive sur ce que vous avez appelé en raccourci les SFN. On va parler comme ça plus rapidement de ce concept qui effectivement est porté par l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut appliquer ce concept à la gestion de l'eau. Alors sur la diapositive suivante, je vais vous proposer d'aller au cœur de ce que sont les SFN, puisque vous avez donné une définition un peu plus importante, et plutôt que de se perdre dans des définitions littérales, je vous propose de retenir ceci. Les SFN sont des solutions. On parle souvent plutôt on est sur le niveau de projets, qui sont co-bénéfices. Et elles permettent d'assurer le bien-être humain tout en favorisant la biodiversité. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Il faut qu'il y ait deux bénéfices pour qu'il y ait SFN. À ma droite, le bénéfice pour la société. À ma gauche, le bénéfice pour la biodiversité. Et les deux doivent aller de pair, sachant que le bénéfice pour la biodiversité doit obligatoirement être présent. Ce qui veut dire qu'on pense et on explique que lorsqu'on s'occupe de la nature, eh bien, quelque part aussi, on s'occupe des hommes. Alors, ces SFN, elles peuvent être appliquées dans différents domaines, le développement socio-économique,
on a la protection des biens et des personnes, la santé humaine, la qualité de vie. Et sur la diapositive suivante, ce qu'on vous montre, ce sont les manières dont ces SFN peuvent être appliqués à la gestion de l'eau dans son ensemble. Donc, je ne vais pas vous expliquer ici ce que sont le grand et le petit cycle. On est tous à peu près des spécialistes du domaine de l'eau. Ce qui est important de savoir, c'est qu'elles peuvent s'appliquer dans tous les domaines de l'eau. Alors, sur ce graphe et puis sur la diapositive, on vous montre qu'il y a l'eau, le grand cycle, l'eau dans le milieu naturel, voilà, les rivières, les zones humides. Là, on est dans le domaine de différentes compétences, notamment celle de la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. On est bien dans des domaines sur lesquels on veut aller vers des projets. Donc, les collectivités, elles sont aux premières loges pour la mise en application de ces projets. Et il faut savoir si ça relève de leurs compétences ou pas. Donc, la compétence GEMAPI, on le verra juste après, en faisant un focus, permet d'être un champ d'application important pour les SFN dans le domaine de l'eau. Mais ça va au-delà. Dans le grand cycle, au-delà de la GEMAPI, on a aussi tous les processus qui sont liés au ruissellement de versants, les processus d'érosion, de sédimentation qui sont associés, que j'aime bien appeler ça, moi, la super GEMAPI, parce que j'espère qu'un jour, ce sera une compétence qu'on donnera aussi aux EPCI, aux intercos et aux syndicats. Mais là aussi, on a des solutions fondées sur la nature qui permettent de réguler ces processus de ruissellement ou d'érosion. Et puis, dans le petit cycle, on a aussi tout un ensemble d'applications. On a un savoir-faire existant. On l'entend à travers toutes les conférences de Cyclo, dans les différents domaines de compétences que sont... alors, l'eau potable, c'est moins évident, mais beaucoup plus, par exemple, sur l'assainissement. Dans le traitement des eaux usées, les filtres plantés, par exemple, sont des très très bons exemples de solutions fondées sur la nature. Et puis aussi cette thématique qui est relativement d'actualité, puisqu'il y a quelques remousses dans la mise en place sur les intercos de cette gestion des eaux pluviales urbaines, la fameuse GEPU, qui appelle aussi à un certain nombre d'actions. Voilà, quand on vous parle de noues, de jardins de pluie, de toitures végétalisées, on est dans le domaine des solutions fondées sur la nature, qui permettent notamment de répondre à ces problématiques liées à l'eau. Et puis, je l'ai indiqué aussi en bas de la diapositive, on a tout un domaine qui s'intéresse aussi aux eaux souterraines. Voilà, il y a la façon d'intervenir en surface pour pouvoir agir sur cette partie d'eau souterraine et sur la question de la ressource en eau. Sur la diapo suivante, ce que je vous propose, c'est un petit focus sur cette compétence GEMAPI, sur la gestion des rivières, pour voir concrètement ce que peuvent être les SFN. Donc, les petits éléments qui vous sont indiqués, tels que restaurer ou créer des zones humides, des boisements de berges, aménager des ripisylves, faire reméandrer un cours d'eau, restaurer la continuité écologique, connecter les bras morts, sont des exemples d'actions pour lesquelles on pense assez instinctivement à une vocation, on va dire, écologique, naturaliste. On s'intéresse à la nature, à la biodiversité. Donc, on a un gain pour la nature. Mais si on y regarde de plus près, tous ces aménagements-là peuvent aussi avoir un effet à distance sur la société directement à travers l'enjeu sociétal de la prévention et de la protection des inondations. Par exemple, lorsque vous créez une mare, une zone humide, eh bien, vous créez un espace, un trou, un réservoir dans lequel les eaux de la rivière vont pouvoir se déverser et ça va être autant d'eau qui n'arrivera pas dans le village qui est situé juste en dessous. Donc, vous participez à réduire le risque d'inondation. Lorsque vous faites reméandrer le cours d'eau, vous lui donnez un fonctionnement plus naturel. Ça, c'est le gain pour la biodiversité, pour la nature, on va dire. Mais ça permet aussi de le ralentir. Donc, vous avez également un impact sur les inondations qui sont situées à l'aval. Et on pourrait les citer sur l'ensemble des actions qui sont proposées sur ce graphe, ce qui fait que vous voyez de quelle manière des actions prises localement, ou d'ailleurs on peut dire dans l'ensemble du bassin versant, peuvent présenter un gain et un intérêt à la fois pour la nature, pour la biodiversité et à la fois pour la société, ici à travers l'enjeu sociétal de la protection des biens et des personnes vis-à-vis des inondations. Donc là, vous avez en fait cette illustration de ce que recouvre le concept des SFN, où on s'appuie sur le fonctionnement des écosystèmes et sur la connaissance de ce fonctionnement pour arriver à différentes finalités. Sur la slide suivante, c'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui, l'eau est une priorité, mais aussi qu'on a des priorités pour l'eau aujourd'hui. Et dans tous ces domaines qu'on a pu citer, eh bien, ce sont des choses qui reviennent à travers l'ensemble des conférences qui vous sont proposées sur Cyclo et qu'on va débattre ensuite au niveau de la table ronde.
Mais voilà, on peut aujourd'hui, toutes ces priorités, par exemple pour l'eau potable, on est bien sur aujourd'hui une optique d'économiser l'eau potable, de mieux la gérer, d'optimiser les ressources en eau. Les eaux usées, on cherche forcément à améliorer la qualité des traitements et des rejets au milieu naturel. On l'a vu, il y a des solutions, des SFN qui peuvent le permettre, mais on sait aussi que ça va avoir un lien sur l'eau que j'ai appelé eau naturelle, sur le quatrième item, hein, pour améliorer la qualité de nos masses d'eau en conciliant les usages. C'est l'optique un petit peu des SDAGE et de leur programme de mesure. Eh bien, lorsqu'on traite les eaux usées, eh bien, on participe aussi à l'amélioration de cette eau naturelle, l'eau dans son milieu naturel. Et puis sur les eaux pluviales, aujourd'hui, là où il y a quelques remous par rapport à la mise en place de la gouvernance dans les intercos, eh bien, on va surtout chercher aujourd'hui à faire en sorte que cette eau pluviale ne soit plus évacuée, plus considérée comme un déchet, mais qu'elle soit plutôt valorisée, qu'elle soit récupérée ou bien infiltrée. Et puis, encore une fois, c'est autant d'eau qui ne participera pas à une certaine lame d'eau lorsqu'on aura des problématiques d'inondation. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que quel que soit le domaine de l'eau, et quelle que soit la compétence et à qui elle est confiée, cette compétence, l'important, c'est de chercher à faire une gestion, on emploie souvent le terme, hein, mais qui soit intégrée et surtout globale de l'eau, pour chercher à concilier les approches entre tous les différents domaines de l'eau et que le bassin versant soit vraiment notre échelle de réflexion, d'action et de concertation. Et du coup, le mot de la fin à retenir par rapport à ces SFN, c'est que voilà, il y a des priorités pour l'eau aujourd'hui, il y a des priorités aussi pour la biodiversité. Eh bien, utiliser les SFN, c'est un peu faire coup double. Voilà, c'est le doublé gagnant pour ces deux approches-là. Et c'est particulièrement vrai avec le domaine de l'eau, puisque avec l'eau, tout est relié au niveau d'un bassin versant. Et l'idée donc aujourd'hui, c'est de vous montrer, notamment à travers la table ronde, comment est-ce qu'on peut faire appel à ces solutions basées sur une connaissance des milieux et sur l'utilisation même de cette nature pour répondre à différents types d'enjeux sociétaux et en particulier ici à la gestion de l'eau au sens large. Voilà, je vous remercie et puis je suis ouvert bien sûr à vos questions, mais je vous invite à bien écouter tout ce qui va vous être présenté dans la table ronde avec des choses beaucoup plus concrètes. Tout à fait, merci Freddy Ray. Effectivement, nous allons pouvoir illustrer et aller un peu plus avant sur les différents sujets que vous avez évoqués. Si vous permettez juste une précision à ce stade, vous avez dit tout à l'heure rapidement que peut-être l'eau potable avait peut-être moins, enfin le sujet de l'eau potable avait peut-être moins d'impact que d'autres sujets comme l'assainissement, etc., qui vous intéressent au premier chef. Je me demandais simplement si, cependant, concernant l'eau potable, la nature des traitements ou les technologies employées pour les traitements avant des rejets en eau, par exemple, sur le milieu naturel, n'auraient pas une incidence quelconque quand même. Alors là, par rapport à ce que je disais, le fait que tout soit relié, que ça s'appelle eau potable, que ça s'appelle eau usée, eau pluviale, on sait qu'à tout moment, cette eau, la qualité de cette eau, on doit pouvoir la considérer parce qu'après, elle va se mélanger avec d'autres eaux. Je pense par exemple au réseau d'assainissement et au réseau d'eau pluviale, hein. Parfois, c'est en séparatif. Parfois, on est en unitaire. On a des eaux parasites qui peuvent rentrer dans les eaux usées. On a des fuites au niveau des adductions d'eau potable. Et en fait, l'eau, même avec les tuyaux, elle se promène un peu partout. Et l'eau Ok, potable, c'est quand même la principale question qu'on se pose au début. C'est l'eau qu'on va boire et puis c'est l'eau qu'on va rejeter derrière à travers les c'est traitements. ça. Et en fait, si on regarde bien, c'est important parce que ces SFN, elles peuvent être utilisées vraiment de l'amont jusqu'à l'aval. Là, je ne parle pas du bassin versant, je parle du moment, entre le moment où on capte l'eau et le moment où on la rejette. La protection des captages d'eau, c'est particulièrement important. Et tout ce qui se fait au niveau de ce périmètre de captage, eh bien, il peut aussi être pensé avec une utilisation raisonnée de la nature qui peut là aussi rendre des services sur la qualité de cette eau potable. Mais c'est bien à tout moment de la Voilà, chaîne c'est ça. de circulation et d'utilisation de l'eau qu'on peut intervenir. Merci pour cette précision. Je ne voulais pas amener de confusion entre les différentes appellations, évidemment, et les différents stades de l'eau dont nous parlons. Mais comme vous l'avez justement rappelé, depuis le début, depuis le captage de l'eau jusqu'au bout de la chaîne, vous observez toutes les solutions possibles pour éviter toute dégradation et pour évidemment envisager les plus grandes améliorations possibles. Alors, je vais passer sans plus tarder la parole à Marie-Claire Daumont, qui est directrice adjointe à la délégation Atlantique de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne,
pour nous parler de moyens, puisque évidemment à plusieurs reprises lors de cette édition de Cyclo, nous parlons financement pour la mise en œuvre de différentes techniques et nous allons parler de financement des solutions fondées sur la nature. Quelles sont les aides possibles, les apports, les accompagnements possibles que peut fournir notamment l'Agence de l'eau? Bonjour à tous. Je voulais remercier Frédéric pour sa présentation parce qu'en fait, on parle beaucoup de SFN sans forcément savoir ce que ça recouvre exactement. Donc pour moi, c'est la première fois que j'ai ce type de présentation. Et donc, j'ai envie de dire que les agences de l'eau, du coup, pratiquent ou aident les solutions fondées sur la nature naturellement depuis du coup plusieurs années. Depuis bien longtemps, oui. Même si on n'avait pas forcément mis ce label-là. Donc, en fait, Claude Dallet pourra compléter, mais à la lumière de l'explication de Frédéric, finalement, on peut dire que la totalité de notre programme d'intervention intervient en faveur des solutions fondées sur la nature. C'est 250 millions d'euros par an pour Adour-Garonne à l'échelle donc, de tout le bassin. Moi, j'ai souhaité illustrer effectivement les exemples de solutions fondées sur la nature qu'on peut avoir et je mettrai le focus plus sur les zones humides. Mais par exemple, les solutions fondées sur la nature que l'on peut mettre en avant, que l'on a pu financer, c'est par exemple de la restauration de champs d'expansion de crues, avec par exemple de la dépoldarisation de l'île Nouvelle sur l'estuaire de la Gironde. C'est par exemple de la renaturation de cours d'eau sur la Trézance, donc en Charente-Maritime, de la désimperméabilisation en ville. On a eu dans les interventions précédentes en début de matinée un exposé sur la désimperméabilisation des eaux en ville avec des retours d'expérience, notamment de Cap-Breton. Donc ça, ce sont des actions que l'on finance. Ce sont des programmes, par exemple, de développement de l'agroforesterie avec l'Association française d'agroforesterie. C'est le programme agro à l'échelle de notre bassin. C'est de la mise en place de zones de revégétalisation sur... Je tiens mal mon micro, merci de me briefer. Il faut qu'on vous entende bien à distance parce que voilà. Là, vous êtes à côté de nous et effectivement, ce n'est pas le cas forcément de tous ceux qui nous écoutent. Donc, ça peut être aussi à travers un plan de gestion de l'eau sur l'Aume-Couture, par exemple, sur le bassin de la Charente, où on va, pour améliorer la gestion quantitative de l'eau, inciter à aussi remettre des parcelles en prairie ou avoir une gestion foncière particulière. Tout ça, effectivement, dans les agences de l'eau, c'est leur credo. Claude Dallet pourra compléter après. Mais nous, notre objectif, c'est que l'ensemble de ces actions soient bien raisonnées à l'échelle des bassins versants le plus possible. Et on peut être amené, nous, à bonifier nos aides quand on a affaire à, par exemple, la gestion de zones humides ou de cours d'eau. Si c'est bien fait à l'échelle d'un bassin versant, on peut bonifier nos aides, on peut passer de 40% à 50% d'aides, par exemple. Donc, j'ai souhaité mettre le focus sur les zones humides parce qu'effectivement, c'est souvent ça, c'est souvent la solution mise en avant, en fait, solution fondée sur la nature qui est souvent mise en avant. Et pourquoi ? Parce que ce que la diapo le met en avant, c'est que ça coûte 5 fois moins cher de protéger des zones humides que de compenser les pertes de services qu'elles nous rendent gratuitement. Et ce qui est important dans ces solutions fondées sur la nature, c'est de voir que la nature nous rend des services, au-delà des beaux paysages, des paysages magnifiques que l'on peut avoir, mais ça nous rend des services. Les zones humides, ce sont des stations d'épuration naturelles. Ce sont des éponges qui stockent l'eau en période d'affluence pour la restituer plus doucement. C'est des réservoirs de biodiversité. Donc, il est essentiel de pouvoir les préserver au maximum et de raisonner cette préservation à l'échelle des bassins versants. Dans les exemples d'aide que l'on a en faveur des zones humides, on peut aider à l'acquisition de zones humides jusqu'à 80% d'aide sur l'acquisition. Et pourquoi ces solutions fondées sur la nature, autant le vent en poupe en ce moment ?
c'est qu'en fait, on se rend compte qu'avec le changement climatique, il faut vraiment que l'on change de braquet, que l'on change notre façon de fonctionner. On a eu des exposés brillants d'Alain Dupuis hier sur voilà, ce qui se profile. Ce changement climatique, on le constate déjà aujourd'hui. L'éperlan qui était dans l'estuaire de la Gironde est maintenant remonté dans l'estuaire de la Loire. Donc on constate aujourd'hui ces effets, et ces effets vont s'accentuer avec des déficits accrus, des problèmes déjà constatés en période d'étiage, d'approvisionnement en eau, même sur notre territoire, qu'on pensait préserver. Donc cette urgence climatique nous amène à amener finalement à créer une association un peu inédite sur le bassin Adour-Garonne, qui est l'Entente pour l'eau, qui rassemble en fait les 2 conseils régionaux Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, le président du comité de bassin et le préfet coordonnateur de bassin. Et en fait, cette Entente pour l'eau porte des appels à projets. Comme celui-ci que je vous présente, qui concerne la restauration des zones humides, qui a été lancé l'année dernière, et donc pour lequel vous aurez donc un lauréat du coup qui interviendra après moi, puisqu'on a le SIAP Velg avec Franck Queneau qui interviendra après, qui est lauréat de cet appel à projet. Il y a eu 42 projets retenus. Un grand succès pour cet appel à projet porté par l'ensemble des régions de notre territoire. On a dû augmenter la dotation qui était prévue. On avait prévu 4 millions sur cette dotation, et on a dû rallonger du coup à 6 millions d'euros. Ce sont des projets qui vont être accompagnés pendant 4 ans. Voilà, c'est 3000 hectares de zones humides qui vont être préservés, en plus de notre programme classique sur notre bassin. Alors, sauf erreur, Monsieur Queneau, il reviendra peut-être tout à l'heure, mais pour des capacités de tampons que représentent ces zones humides qui sont considérables en termes de mètres cubes d'eau. Hein. Oui, tout à fait. C'est plusieurs milliers de mètres cubes d'eau supplémentaires qui sont stockés grâce à ces zones humides, qui font office de stockage et qui, comme le disait mon directeur sur les exposés précédents d'hier, effectivement permettent d'éviter de créer de nouvelles retenues. Et quand on a des zones humides, on a des zones humides exceptionnelles sur notre territoire, d'autres de beaucoup plus petite importance, mais chaque zone humide finalement a son importance par rapport au stockage de l'eau. Et on est gagnant sur plusieurs plans. Oui, voilà. Tout à fait. D'où l'intérêt effectivement de se focus sur ce sujet en particulier, qu'on comprend bien, exemple emblématique de ce que peut être une solution fondée sur la nature, et avec quelle efficacité, hein, vous nous direz ça plus précisément. Alors, ce que je voulais, j'ai mis là les chiffres concernant, mais finalement c'est qu'une petite partie de l'iceberg, hein, c'est les aides des 2 agences de l'eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne en Nouvelle-Aquitaine en faveur des milieux aquatiques. C'est si on se base sur les chiffres de ces 2 dernières années, ça va de 28 à 32 millions d'euros par an. Mais en fait, à la lumière de l'exposé de Frédéric Rey, finalement, on pourrait dire que ce sont les programmes cumulés des 2 agences qu'il faut mettre en avant. Voilà, on avait pu faire des belles plaquettes, les agences de l'eau, sur finalement la biodiversité qui est naturellement au cœur des politiques des agences de l'eau, mais finalement les solutions fondées sur la nature on pourrait aussi dire que les solutions fondées sur la nature sont naturellement au cœur des politiques des agences de l'eau. Je voulais, pour conclure, attirer votre attention sur le fait qu'on est en phase de consultation à l'heure actuelle sur les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les programmes de mesure. C'est des consultations qui ont démarré au 1er mars. Et que je me suis amusée à cet exercice hier. Vous verrez que les solutions fondées sur la nature sont très présentes dans ce projet de SDAGE qui définit les grandes orientations des actions que nous devrons mener sur la période 2022-2027 pour relever notre défi climatique et aussi le défi d'atteinte du bon état des eaux. Parce qu'à l'heure actuelle, on a 50% de masse d'eau de surface en bon état, et l'objectif, c'est de passer à 70% de masse d'eau en bon état en 2027. Et que les solutions fondées sur la nature, c'est un fil rouge que l'on retrouve
dans les différentes dispositions et qu'elles sont très nettement mises Et en très avant. présente dans le catalogue des solutions Voilà, en général. donc je vous invite à regarder sur notre site internet. Tous les documents sont à votre disposition pour donner votre avis. Et voilà, à l'agence de l'eau, les agences de l'eau sont à votre disposition pour aussi intervenir dans vos structures si vous souhaitez avoir des présentations de ce que sont nos stages respectifs, puisque la région Nouvelle-Aquitaine est partagée entre deux bassins. Voilà, donc le Merci bassin Loire-Bretagne et Adour-Garonne. Merci beaucoup Marie-Claire Daumont, directrice adjointe de la délégation atlantique de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Alors justement, à propos d'aménagement et de gestion d'eau, vous êtes, Franck Queneau, vous qui allez intervenir maintenant, animateur du SAGE des lacs médocains au syndicat intercommunal d'aménagement des eaux du bassin versant et étang du littoral girondin. Madame Daumont a donné l'acronyme tout à l'heure, ce qui est certainement plus rapide à prononcer, lequel regroupe 13 communes. Et vous allez nous parler d'accompagnement des collectivités, justement, à travers votre syndicat. Je vous laisse nous faire votre présentation également. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter quelques illustrations d'opérations et d'actions liées à la gestion avec le fondement sur la nature. Donc simplement vous présenter tout d'abord le périmètre d'intervention. Donc en fait, on se situe juste à l'ouest de Bordeaux, sur le littoral de la Gironde, sur le bassin versant des lacs du Médoc, donc entouré par le pointillé bleu, donc autour du lac de Hourtin-Carcan, de Lacanau. Et ces deux lacs se jettent dans le bassin d'Arcachon via le canal des étangs plus au sud. Donc, sur ce territoire, en fait, les collectivités se sont regroupées depuis presque 50 ans maintenant pour en fait avoir une solidarité entre l'amont et l'aval, pour gérer au départ les questions de prévention des inondations, mais depuis ça s'étend à la compétence GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et donc depuis une dizaine d'années, donc en partenariat bien sûr avec nos partenaires financiers et techniques, que sont l'État, l'Agence de l'eau, le Conseil régional, le département de la Gironde, on a lancé un programme de solutions fondées sur la nature à différents niveaux du bassin versant, depuis l'amont, je vais vous le présenter, jusqu'à une partie intermédiaire du bassin versant. Donc nous, les enjeux, c'est essentiellement bien sûr les aspects de qualité d'eau liés au lac et au bassin d'Arcachon, mais aussi la prévention des inondations, et puis tous les aspects liés à la protection de la biodiversité et des milieux aquatiques, les zones humides et les cours d'eau de notre territoire. Donc je vous propose le premier exemple. Donc là, on est tout en amont du bassin versant. Sur cette photo, vous voyez sur la partie droite, en fait, sur l'amont du bassin versant, c'est essentiellement des zones de grande culture, de maïs et de maraîchage. Et on travaille depuis une dizaine d'années avec les exploitants agricoles de ce secteur, avec leur chambre d'agriculture et aussi une structure qui s'appelle le GRCETA, sur les questions de fertilisation. Là, l'enjeu, c'est principalement des problématiques de qualité des eaux. Et on travaille avec eux depuis donc, cette dizaine d'années également avec les chercheurs de l'Université de Bordeaux pour trouver des solutions pour éviter les apports en azote et de phosphore, qui sont en fait les engrais qui permettent le développement de ces cultures. C'est indispensable aux pratiques agricoles, mais ça peut poser des problèmes en aval, tant sur les lacs que sur le bassin d'Arcachon. Et donc les premières actions, ça a été surtout améliorer les pratiques de fertilisation, mais on s'est assez vite rendu compte, en particulier sur la question de l'azote, qui est sous forme de nitrate quand ils arrivent dans les eaux, que c'est un élément qui est très soluble dans l'eau, et donc on a du mal à retenir sur ces terres sableuses très filtrantes. Et donc pour compléter les opérations sur la fertilisation, un des exploitants a voulu tenter l'expérience d'une solution fondée sur la nature, qui est en fait le fait de créer un intermédiaire entre ces drains agricoles et les cours d'eau, une zone tampon, c'est un petit lagunage entouré de roselières, donc qui est particulièrement intéressant. Ça fait un oasis de biodiversité au milieu des parcelles agricoles, et qui en fait, c'est la solution fondée sur la nature d'essayer de retenir l'eau plus longtemps et faire fonctionner en fait le système naturel lié aux zones humides, où à la fois les bactéries et la végétation prélèvent une partie de ces nitrates qu'on n'a pas envie qu'ils partent vers l'aval. Donc c'est quelque chose qui maintenant fonctionne très bien. Donc il y a les premières installations datent à peu près de 2012-2013, et puis l'exploitant en construit régulièrement. Donc vous voyez, ça se place en fait, c'est des parcelles qui sont circulaires avec une irrigation par pivot, et donc il y a toujours un morceau de parcelle qui n'est pas utilisé pour l'agriculture, qu'on peut se servir pour créer ces petits lagunages, et qui font cet intermédiaire entre l'eau qui vient des zones agricoles et le cours d'eau qui est juste après. Donc là, voilà, premier exemple de solution fondée sur la nature, tout en amont du bassin versant, essentiellement sur l'enjeu de qualité des eaux.
Deuxième exemple, donc là, on est descendu sur le bassin versant, on est arrivé au niveau du lac que vous avez en bas sur la photo, le lac de Hourtin-Carcan. Et en pointillé bleu, vous avez le cours d'eau qui vient de ces zones agricoles qu'on vient de voir juste avant. Ce cours d'eau, en fait, dans les années 60-70, a été pas mal aménagé. L'idée à cette époque-là, c'était de faire couler l'eau très très vite. C'était un peu cette impression qu'on pouvait tout maîtriser et faire évacuer l'eau très vite vers l'aval sans poser de problème d'inondation sur le bassin versant. Bon, ça a vite porté des limites. Et en fait, ce cours d'eau, quand il a été aménagé dans les années 60-70, il a été construit tout droit. Et tout le sable extrait du cours d'eau a été mis sur les berges, ce qui fait que le cours d'eau se trouvait en fait entouré de digues de sable qui empêchaient la connexion de l'eau avec les zones humides qui sont autour. Et sur cette partie, quand le cours d'eau arrive juste au niveau du lac, en fait, c'est extrêmement dommage parce qu'il arrive dans un secteur de marais où il n'y a pas d'enjeu d'urbanisation ou d'inondation pour des activités économiques. Et donc, on voyait très rapidement qu'il y avait un intérêt à restaurer la connexion avec les grands marais qui sont autour. Là, il y a à peu près une vingtaine d'hectares sur ce cas de figure. Donc là, on s'est rapproché des propriétaires concernés par ce marais. Donc là, c'est en l'occurrence des propriétés des communes, Carcan et Hourtin, et aussi une grande parcelle qui appartient au département en espace naturel sensible. Et il y a aussi, il faut le souligner, 2 propriétaires privés. Donc l'ensemble de ces acteurs ont été d'accord pour qu'en fait, tout simplement, les travaux de solutions fondées sur la nature ici sont très très simples. On a arrêté d'entretenir ce cours d'eau tel que c'était fait précédemment, pour qu'en fait le cours d'eau plutôt déborde que laisse couler les eaux jusqu'au lac. Et on a cassé la petite digue de sable qui empêchait l'écoulement des eaux entre le cours d'eau et le marais qui est autour, pour permettre la circulation de l'eau plutôt dans ces marais que d'aller directement au lac. Donc là, l'enjeu, le premier, c'était lié à la qualité d'eau, de la même façon qu'on l'a fait en zone agricole, avoir un filtre supplémentaire des eaux avant d'arriver sur les lacs. Mais c'est aussi une belle zone d'expansion des crues. Donc là, il y a 20 hectares, mais il y a une dizaine de sites comme ça tout le long des lacs qui ont été aménagés. Donc ça fait plus de 200 hectares de ce type de zone humide, de zone d'expansion de crues. Donc ça fait des volumes très importants. Et puis là aussi, il y a une amélioration en termes de biodiversité qui est très importante. Les points qu'on a suivis, c'est surtout les aspects liés à la reproduction des poissons en bordure des lacs. Ça fait des belles zones de frayères et de nurseries pour tous les petits poissons qui vont ensuite regagner le lac. Mais aussi, c'est très intéressant pour d'autres espèces de faune ou de flore. Troisième exemple, et dernier exemple, donc là qui est le plus important à l'échelle de notre bassin versant. Donc on est encore descendu un peu plus en aval, sur la zone entre les 2 lacs, entre le lac de Hourtin-Carcan que vous voyez tout en haut à droite de l'image, et le lac de Lacanau qui n'est pas sur l'image, mais qui serait situé plus en bas. Et en fait, entre les 2 lacs, il y a le canal des étangs, que vous voyez sur la droite de l'image, qui relie les eaux de ces 2 lacs et qui va ensuite vers le bassin d'Arcachon. Donc c'est un canal qui a été construit au 19e siècle, élargi dans les années 70, et comme pour le cours d'eau tout à l'heure, en fait, le sable extrait pour construire ce canal a été mis sur les berges, empêchant la connexion de l'eau entre le canal et les marais qui sont autour. Et donc là, les marais que vous voyez autour, il y a sur la gauche le marais de la réserve naturelle de l'étang de Cousseau, géré par une association qui s'appelle la CEPANSO. Donc vous voyez un marais de grande superficie. Et sur la droite du canal, il y aurait un petit peu l'équivalent sur des marais privés et des marais communaux qui sont aussi gérés de la même façon. Donc là, le projet pour retrouver des solutions fondées sur la nature, ça a été de reconnecter les flux d'eau qui passaient d'un lac à l'autre avec ces marais latéraux. Donc en fait, on a aménagé l'ouvrage principal qui permet de globalement maintenir l'eau sur les lacs pour pouvoir remonter globalement la ligne d'eau et pouvoir faire s'écouler l'eau sur les côtés. Et les ouvrages qui ont été aménagés sur le bord du canal, c'est des systèmes de passe à poissons avec des systèmes de blocs qui permettent à la fois de faire passer les eaux au moment des crues pour qu'il y ait un maximum d'eau qui soit stockée sur ces espaces-là, et aussi que l'ensemble des poissons puissent circuler entre le lac, le canal et ces grands marais. Et donc ça, c'est un partenariat particulièrement intéressant, donc avec une réserve naturelle, les propriétaires de ces sites, il y a aussi le Conservatoire du littoral, le département de la Gironde, et aussi un travail plus sur la partie droite des marais, avec les associations de chasse et de pêche et leurs fédérations, pour aussi entretenir et gérer ces marais, aussi dans un objectif de gestion de la biodiversité. Donc là, c'est vraiment le plus grand site, c'est à peu près 1000 hectares sur notre territoire. Donc là, on ne parle même plus de milliers de mètres cubes d'eau stockés en cas de crue, c'est des millions de mètres cubes d'eau qui peuvent être stockés. Et effectivement, l'intérêt aussi en termes de biodiversité a été repéré immédiatement, en particulier sur les poissons qu'on a pu
voire migrer. Donc voilà 3 exemples. Et effectivement, comme l'expliquait Marie-Claire Daumont, c'est quelque chose qu'on voit qui fonctionne bien depuis 10 ans sur notre territoire. Donc on souhaite encore aller plus loin. Donc effectivement, on a pu répondre à un appel à projet de l'entente pour l'eau, pour travailler non seulement sur ces parties agricoles et de zones humides, mais on a aussi ambition de travailler dans toute la partie forestière, qui est une grande portion de notre territoire, avec les forestiers qui eux aussi sont intéressés pour aménager ce type de propositions. Merci beaucoup, Monsieur Queneau. Justement, pour revenir sur cet aspect purement technique, pour ceux d'entre nous que ça intéresse, est-ce qu'il y a un ratio? Alors, j'imagine que ça dépend de la nature des sols et des sous-sols, bien évidemment, mais dans ce type de zone humide et sur ces 1000 hectares restaurés, par exemple, est-ce qu'on connaît le ratio sur la capacité d'absorption ou de tamponnage, si je puis dire, d'un marais comme celui-là en volume d'eau? Sur notre bassin versant, rien que cet exemple-là, c'est quasiment 2 jours de crue qui peuvent être stockés sur ces grands marais. Donc c'est effectivement, à l'échelle d'une crue qui dure parfois une semaine, c'est effectivement très très important. Et on peut imaginer effectivement qu'il reste dans un même territoire comme le vôtre, pas mal de gisements encore peut-être de restauration de zones humides qui peuvent contribuer à augmenter encore cette performance, enfin cette capacité. Tout à fait. Donc, effectivement, comme on voit que ça fonctionne très bien, on a l'ambition d'aménager toutes les zones humides potentielles de cette façon-là. Il y en a déjà pas mal qui ont été aménagées, mais on souhaite le continuer. Donc, vous avez fait l'inventaire. Voilà. Dans le cadre du SAGE, on a pointé la dizaine de sites où il y a ce potentiel-là. Effectivement, l'ambition, c'est d'aller aussi dans la partie forestière, qui est une partie importante de notre territoire. On pense qu'on peut aussi améliorer les choses. Avec une belle illustration qui est derrière nous, qui nous est donnée, proposée par la régie au meilleur moment. Merci beaucoup, Franck Queneau. Nous reviendrons vers vous si nécessaire pour toute question à votre intention. Nous continuons avec une intervention à 2 voix, un binôme, à savoir celui constitué par monsieur Éric Pem, qui est directeur adjoint Nature et Paysage, responsable paysage et patrimoine naturel à la mairie de La Rochelle, accompagné de Claude Dallet, chef de service action territoriale, agriculture et milieu aquatique à la délégation Poitou-Limousin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Vous êtes tous les deux en visioconférence à distance, mais merci pour votre disponibilité et votre présence qui va nous permettre d'entendre votre propre retour d'expérience autour de la restauration du marais de Tadon. Oui, bonjour. C'est à vous. Alors, on va lancer le diaporama ou peut-être envoyer la bonne image pour vous permettre de commencer. Voilà. Cela arrive. Voilà, vous devriez avoir l'image. Oui, voilà, c'est bon. Je vous remercie. Donc, effectivement, je vais vous présenter un projet qui est en cours de réalisation, qui se termine, de restauration du marais de Tadon, et qui comprend en fait plusieurs zones et plusieurs thèmes. Alors, pourquoi ce projet de restauration? Vous le voyez sur la carte dans le rond jaune avec la figure numéro 1. En fait, il y avait une zone de marais remblayée sur 10 hectares. Sur la figure du haut, vous voyez en fait le port de La Rochelle, le centre-ville, et à l'arrière de cette zone, en fait, une zone plus claire qui est le marais de Tadon historique, qui est en fait l'arrière-baie, l'arrière de la baie de La Rochelle, et qui a servi pendant près de 1200 ans à produire du sel, même avant que ne soit créée la ville de La Rochelle. Et en fait, ce marais, au fur et à mesure de l'expansion de la ville, a été progressivement conquis et petit à petit réduit dans sa surface. Et donc la dernière zone remblayée, c'est cette zone numéro 1 qui, dans les années 90, était prévue à l'urbanisation. Et qui à la place d'un marais, en fait, on avait un remblai calcaire sur lequel s'étaient développées des friches d'arbustes envahissants et exotiques. Le deuxième sujet dans ce projet, c'est des bassins pluviaux, donc vous voyez au nord du site dans le rond numéro 2, qui avaient été créés sur le marais, eux, dans les années 70, suite à l'urbanisation du quartier de Villeneuve-les-Salines, qu'on voit encore au nord de cette zone, et qui, compte tenu de leur usage de gestion des eaux pluviales, n'avaient pas été conçus pour accueillir précisément la biodiversité, donc avec un faible potentiel en termes de biodiversité.
Le troisième sujet, c'est le cours d'eau de la Moulinette qui draine les eaux du bassin versant sur à peu près 5 km et qui traverse le site sur 2,5 km et qui avait été historiquement, depuis très longtemps et puis dans les périodes plus récentes, élargi et transformé petit à petit en étang. Parce qu'en fait, on a un bassin versant qui est très réduit et un débit aussi très modeste. La quatrième zone, c'est la zone centrale, en fait, ce qui restait de plus fonctionnel du marais, mais qui était un marais en cours de dégradation, puisqu'il n'y avait plus aucun moyen de gérer les eaux depuis la fin de l'utilisation du marais en tant que marais salant dans les années 30. On peut passer à la diapo suivante. Donc ce marais, comme vous pouvez le voir sur l'image du haut, est très proche du centre-ville. On est à 1 km de l'embouchure, qui est pile dans l'axe des 2 tours de La Rochelle, et avec un contexte très urbain donc sur cette partie aval de la Moulinette. Et dans ce contexte très urbain, l'idée, ça a été justement de reprofiler, de revoir la configuration de tout cet ensemble d'espaces pour avoir une capacité d'accueil de la biodiversité bien supérieure, tout en ayant des fonctions intéressantes pour la ville, et donc des solutions fondées sur la nature. Donc sur la première zone de marais remblayés, il y a la création de 10 hectares de zones humides. Donc en fait, on a refait des bassins, et ces bassins, on les a optimisés de manière à ce que le modelé puisse continuer à stocker des eaux pluviales, mais avec une forme qui est beaucoup plus propice pour accueillir la biodiversité, donc des profondeurs bien moins grandes et une surface agrandie. Sur la deuxième zone, donc les bassins pluviaux qui avaient accompagné la création de Villeneuve-les-Salines dans les années 70, là, il s'agit de revoir le profil des berges des lacs, de couper des presqu'îles pour les transformer en îles et créer des zones de quiétude en fait pour la faune, et puis de végétaliser les berges pour avoir des ceintures de végétation qui vont s'installer en lieu et place des berges abruptes qui prévalaient depuis la création de ces pièces d'eau. Donc sur le point numéro 3, le cours d'eau de la Moulinette. Donc là, il y a eu des travaux multiples. Il y a d'abord un recalibrage du gabarit du cours d'eau qui a été bien trop élargi, avec un lit. On a un lit de crue il faut s'imaginer que c'est un lit qui fait 2 mètres de large et 1 mètre de profondeur vraiment pendant les grosses crues hivernales, et qui faisait 8 à 10 mètres de large. Jusqu'alors, dans certains élargissements, 75-80 mètres de large. Et donc, il y a eu un recalibrage du cours d'eau, un reprofilage pour redonner aussi une pente, puisqu'en fait, à des fins de navigation, à certaines périodes, la pente avait été complètement... Il n'y avait plus du tout de pente, en fait, dans toute sa longueur. Et puis, un travail de reméandrage pour recréer une diversité d'habitats, une mosaïque d'habitats sur le cours d'eau de la Moulinette, sur les 2,5 km concernés par le projet. Et donc, le quatrième thème, c'est la reconquête de la gestion des eaux du marais. Et pour cela, donc, sur la zone numéro 4, il y a 9 ouvrages hydrauliques qui ont été aménagés pour à la fois dériver de l'eau douce de la Moulinette pour alimenter une partie des bassins du marais, faire remonter l'eau de mer dans le marais qui avait été déconnecté depuis les années 60, à la fin des années 60, justement en vue de l'urbanisation de Villeneuve-les-Salines, et puis pour organiser des circulations d'eau dans les différents bassins. On peut passer à la diapo suivante. Donc ce projet aboutit en fait à la modification des différentes pièces d'eau de l'ensemble, avec des berges adoucies, des profils remodelés, des cours d'eau reméandrés,
Le tout sur un ensemble, je crois que je ne l'ai pas encore dit, de 84 hectares, donc c'est assez conséquent à proximité immédiate du centre-ville, et avec l'objectif aussi d'un enjeu premier de protection de la biodiversité locale et d'essayer d'arrêter la dégradation qui était constatée, la dégradation de cette biodiversité, de sensibilisation aussi des visiteurs et des usagers, puisqu'on est vraiment au contact d'un bassin de vie important de la ville de La Rochelle et de l'Aglo, à 10 minutes en vélo du centre-ville historique. Et puis, donc, il y a aussi tout un volet sur la création de nouvelles passerelles et de nouveaux chemins pour faciliter aussi la découverte de ce milieu et arriver à sensibiliser les usagers à la dégradation de la biodiversité, à tous ces enjeux. Ce projet-là, il doit permettre aussi de concilier donc, accueil de biodiversité, régulation du cycle de l'eau, puisqu'on a toujours cet objectif de protéger la population contre les inondations qui sont liées aux pluies hivernales et qu'on doit au moins provisoirement stocker temporairement, étant donné que l'exutoire étant 1 kilomètre sur un océan, avec le jeu des marées, en fait, on ne peut pas avoir une évacuation des eaux pluviales directe par moment. Donc, l'idée d'étaler les crues et de profiter de ces grandes surfaces pour approvisionner en eau différents bassins. Et puis, on a aussi une fonction de régulation du cycle du carbone. En fait, la commune de La Rochelle est engagée dans le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, donc à une échelle un peu plus vaste, et qui a pour objectif d'aboutir à un territoire littoral zéro carbone en 2040. Et dans le panel d'actions de réduction des émissions de CO2, de séquestration, de stockage du carbone, il y a l'utilisation des milieux naturels et donc aussi la séquestration le fait d'avoir des milieux naturels en bon état qui permettent de séquestrer une partie du carbone émis par le territoire. Et donc, dans le cadre de ce projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone, l'idée est d'évaluer quelle est la part que pourraient prendre les marais, une fois qu'ils seront bien gérés, dans la séquestration des carbones du territoire. On peut passer à la diapo suivante. Oui, merci Monsieur Pem. Je me permets de vous presser un tout petit peu pour que nous ayons le temps de voir l'ensemble de vos présentations, puisque vous intervenez à deux sur ce même créneau, et ça nous permettra de continuer d'échanger ensuite si vous souhaitez préciser certaines choses. Très bien. Donc, juste quelques illustrations de la façon dont ces travaux sont déroulés avec des engins spécifiques et donc pour intervenir dans des zones humides, voire des engins flottants. Et avec le soutien, donc c'était des travaux qui étaient sous la maîtrise d'ouvrage de la ville de La Rochelle. Vous voyez s'afficher la maîtrise d'œuvre, les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier, ainsi que le budget et la participation donc des financeurs, donc principalement l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, et puis la région Aquitaine, la communauté d'agglomération, le FEDER et la ville d'Étré. Diapo suivante. Donc ça donne sur cette image, vous voyez une représentation des travaux qui ont été réalisés. Donc en bas à droite, on voit un lac de Villeneuve qui a été, dont les berges ont été retalutées. Au centre, on voit les nouveaux méandres de la Moulinette, et dans l'espace beige qu'on voit de part et d'autre, en fait, c'est la taille de l'ancien lit. On voit que le lit était vraiment surélargi. Et au fond de l'image, on voit les 10 hectares de zones humides qui ont été créés sur Tadon-Ouest. Et puis, sur la partie gauche, c'est la partie centrale historique du Marais, dont on va pouvoir retrouver l'usage de l'eau grâce aux ouvrages hydrauliques qui ont été aménagés. Diapo suivante. Donc ça, c'est la diapo pour vous présenter où trouver davantage d'informations. Parce qu'en fait, en 10 minutes, je n'avais jamais présenté le projet du Marais de Tadon en 10 minutes. C'était juste j'imagine, mais effectivement. Donc c'est tellement complexe. Complexe, oui, tout à fait. Beaucoup de sujets.
Bien sûr. Et donc, je vous propose juste rapidement de passer les 3 diapos suivantes qui présentent des photos du site. Et pour donner une idée de ce que représente ce projet du marais de Tadon. Donc en haut à gauche, c'est une vue depuis l'observatoire, un observatoire du paysage qu'on a installé sur le site. En haut à droite, c'est une des zones humides qui a été réaménagée à l'endroit d'un lac qui avait été créé d'un étang qui avait été créé sur le lit. En bas à gauche, c'est une autre zone humide créée de la même façon. Et en bas à droite, une photo que j'ai prise la semaine dernière où on voit certes des canards colverts, mais surtout Des nouvelles espèces élégantes, des chasses et des tadornes de melon ouais. qui sont arrivés, qui se reproduisent sur les toutes nouvelles zones créées récemment. De nouveaux Diapo arrivants, suivant. selon vos observations. Oui, alors c'est des espèces qui étaient déjà dans la partie historique du marais Ouais. et qui en fait repartaient avant d'avoir terminé leur cycle, faute d'avoir suffisamment de d'eau lieux à favorables. disposition, Ouais. Mhm. mais qui maintenant donc, Sédentarisent, colonisent se à la fois sédentarisent. l'ancien marais où on a plus d'eau et les nouveaux bassins qu'on a recréés. Très bien. Je vous laisse terminer. Oui, merci. Diapo suivante. Donc, c'est juste des illustrations pour montrer en fait le type de paysage qu'on voit, juste pour signaler en haut à droite. C'est la zone humide de 10 hectares qui a été nouvellement créée le long du quartier de Tadon. Et au fond, on voit la gare de La Rochelle pour vous montrer à quel point c'est vraiment proche du centre de la ville. Et diapo suivante. Voilà, c'est la dernière. C'est une diapo qui présente les aménagements créés pour permettre au public de profiter de ces espaces et de se sensibiliser aussi aux espèces qui peuvent être vues sur le site. Oui, donc vous avez vraiment Voilà, j'ai terminé. vous avez vraiment profité de cette proximité avec l'hypercentre de La Rochelle pour faire œuvre de pédagogie et d'information au grand public. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Penn. Monsieur Dallet, je ne sais pas si vous nous entendez. Vous souhaitiez intervenir également. Je ne sais pas si vous êtes présent parmi nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dallet. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Alors, c'est pareil, je vais me permettre de rappeler qu'effectivement, comme l'a dit Monsieur Pem, nous vous avons proposé des temps d'intervention extrêmement contraints et nous en sommes conscients, mais c'est aussi, comme vous le savez, pour le confort de nos participants, participantes à distance. Nous sommes tous confrontés au même phénomène qui fait que le niveau d'attention est beaucoup plus compliqué quand on est à distance comme ça derrière un écran que d'être en présentiel dans une salle tous ensemble et au coude à coude. Donc, je vous laisse effectivement vous adonner à cet exercice très contraint et en nous faisant votre présentation de manière très synthétique. Merci d'avance. Merci. Donc, vous avez la première diapo à l'écran, je présume? Je vous confirme. Oui. OK. Donc, le 11e programme des agences de l'eau est entièrement axé sur sur la priorité de reconquête de la qualité des eaux sous toutes ses formes, qu'elles soient souterraines, cours d'eau, plans d'eau et eaux côtières, pour l'atteinte des objectifs d'État qui sont fixés dans les SDAGE, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, en prenant en compte les urgences environnementales que sont la nécessaire adaptation au changement climatique, également la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Les mesures à mettre en œuvre sont variées et on en a déjà beaucoup parlé, mais elles visent principalement à restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques, bien sûr, mais également à promouvoir, par exemple, des pratiques, et en particulier des pratiques agricoles qui renforcent les écosystèmes variés et diversifiés et qui apportent, donc, comme l'a dit Monsieur Ray, un peu à la fois des bénéfices pour les agriculteurs, en particulier sur l'exemple que je prends dans leur production, mais également pour l'environnement. Donc, bon nombre des actions effectivement financées dans le cadre des 11e programmes des agences de l'eau constituent des actions qualifiées de solutions fondées sur la nature, comme l'a dit Marie-Claire Daumont, qui sont généralement peu coûteuses et efficaces. Alors, diapositive suivante. Pour mettre en œuvre ce 11e programme, on a un certain nombre d'outils. Le premier d'entre eux, ce sont les appels à initiatives ou à projets qu'on a mis en place depuis
quelques années, et en particulier un appel à initiative qu'on a initié pour préserver la biodiversité. Donc, il s'agissait de faire émerger des projets innovants sur les territoires. Et le premier appel à initiative de biodiversité, lancé en 2016, c'est celui sur lequel s'est inscrit effectivement la ville de La Rochelle et qui a donc présenté l'aménagement du marais de Tadon, qui vient de vous être présenté, qu'on a financé dans ce cadre-là. Donc ces appels à initiative biodiversité visaient 4 grands écosystèmes, les corridors alluviaux, les marais rétro-littoraux de la façade atlantique du bassin, les complexes d'habitat des têtes de bassin versant et le littoral et le milieu marin. Donc, diapositive suivante. Donc, le marais de Tadon, on vient de vous en parler. Je voulais simplement faire un tout petit aussi focus sur un autre projet qui est entré dans le cadre de cet appel à initiative biodiversité marine en particulier. C'est une expérimentation mise en place par la LPO sur la baie de l'Aiguillon, qui a consisté à retirer des gisements sauvages d'huîtres japonaises qui se développaient sur des anciennes concessions qui sont aujourd'hui abandonnées, et sur une surface sur l'ensemble de la baie de l'Aiguillon qui représente 300 hectares. Et donc, ces gisements sauvages colonisent des vasières. Donc, le projet a consisté à enlever ce qu'on appelle ces crassats, qui sont ces gisements sauvages d'huîtres, pour restaurer l'habitat vasiaire et restaurer les conditions locales de sédimentologie et de courantologie. Donc, ce sont là aussi des actions qui sont relativement peu coûteuses et qui sont extrêmement bénéfiques pour l'environnement. Diapositive suivante. Donc, un autre outil aussi qui est mis en œuvre dans le cadre de notre 11e programme, ce sont les contrats territoriaux. Alors, les contrats territoriaux, sont faits pour mettre en œuvre des programmes d'action qui sont concertés sur les territoires avec l'ensemble des acteurs du territoire pour répondre aux enjeux spécifiques du territoire en question. Et là, on retrouve aussi ce que disait M. Ray, c'est-à-dire qu'il faut absolument viser un doublé gagnant, enfin même plus qu'un doublé, pour à la fois avoir des bénéfices pour la société, des bénéfices pour l'environnement. Et donc, mettre autour de la table l'ensemble des acteurs du territoire, ça veut dire aussi qu'on prend en compte évidemment leurs besoins, leurs intérêts, et qu'on essaye de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Vous avez sur cette diapositive-là, elle illustre un des exemples d'actions qui ont été mises en place dans le cadre d'un contrat territorial qui a commencé il y a plus de 10 ans sur le bassin du Clin et qui a consisté, là, une des actions principales, a consisté à rétablir la continuité écologique sur la Clouère, qui est un affluent du Clin. On était dans un contexte d'un cours d'eau recalibré, reprofilé, aménagé, avec des clapets pour des moulins nombreux et variés. Et donc, après pratiquement 10 années de concertation avec les élus et les riverains, on a trouvé les acteurs du territoire ont trouvé un certain nombre de solutions qui permettent de maintenir les usages, de conserver le patrimoine naturel remarquable et qui permettent d'assurer la continuité et l'alimentation des petites zones humides périphériques de cette rivière. Et ça a été possible grâce à la mise en œuvre d'actions au travers de 17 chantiers qui ont porté sur 47 ouvrages pendant cette année. Et vous voyez le coût ici qui est relativement modeste pour le résultat obtenu, de 75 000 euros de travaux et qui ont été réalisés la plupart avec des matériaux locaux. Donc il s'agit, vous voyez sur la photo qui est en haut, de recharger en granulat la rivière. Et ça se fait avec des pierres qui proviennent des parcelles agricoles adjacentes. Il y a eu, et donc on arrive à une rivière que vous voyez sur le bas avec
qui est beaucoup plus propice au développement d'espèces repères telles que les brochets. Voilà. Donc, on a mis également, on met en place aussi à travers ce type d'action tout un suivi qui permet de mesurer l'impact de ces aménagements dans la durée pour la reconquête effectivement des fonctionnalités de cette produit. Merci, Monsieur Dallet. Je vous invite à conclure. Voilà. Merci. Dernière diapositive. Voilà. Donc, c'est pour terminer, je voulais signaler que l'Agence de l'eau vient de lancer une étude socio-économique sur des solutions fondées sur la nature liées à l'eau. Donc, l'objectif de cette étude est de mettre en lumière l'ensemble des bénéfices directs et indirects des actions qualifiées, donc de solutions fondées sur la nature. Et il s'agit de répondre à 3 questions. En quoi les solutions fondées sur la nature ont-elles contribué à l'amélioration de l'état des lieux, des milieux aquatiques et l'atteinte des objectifs des cours d'eau, enfin des objectifs de qualité? Quels principaux bénéfices sociaux et économiques résultent de la mise en œuvre de ces solutions fondées sur la nature pour les territoires concernés? Et quels sont les acteurs qui ont bénéficié, les secteurs en particulier? Quel équilibre entre les coûts des solutions fondées sur la nature et les bénéfices obtenus, et quelle valeur ajoutée globale des solutions fondées sur la nature pour ces territoires? Donc cette évaluation se fonde sur 7 projets qui sont déjà en cours de mise en œuvre, dont le marais de Taton. Voilà, les résultats de cette étude sont attendus pour la fin 2021. Merci beaucoup, Monsieur Dallet, Claude Dallet, chef de service Action territoriale, agriculture et milieu aquatique, à la délégation Poitou-Limousin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Merci pour ces interventions. Je me permets de presser un petit peu le pas parce que nous sommes malheureusement sensiblement en retard par rapport à notre horaire et je voudrais surtout ne pas frustrer nos 2 dernières intervenantes dans un instant, mais juste une toute petite question entre deux. Après avoir vu le retour d'expérience du marais de Tadon, je me retourne vers Monsieur Queneau. Certes, on pourrait s'interroger quant à l'opportunité ou la pertinence de travailler sur 10 hectares de restauration de zones humides, sur un ensemble qui représente à peu près 80 hectares. On est très loin des milliers d'hectares concernés par les lacs médocains. Et pourtant, là, on voit bien, on est en proximité d'une zone urbaine. Donc, j'imagine que l'effet et l'impact est d'autant plus important qu'on est à proximité de la vie humaine, c'est le cas de le dire, avec l'urbanisation toute proche. Est-ce qu'il y a des échelles comme ça est-ce qu'il y a des raisons d'agir ou pas en fonction de la surface, ou toute action mérite-t-elle attention, toute initiative ou tout projet mérite-t-il attention en matière de restauration de zones humides par exemple? En tout cas, sur notre territoire, l'idée, c'est bien de partir dès l'amont du bassin versant jusqu'à l'aval, et chaque site potentiel qui pourrait améliorer les choses est restauré. Donc, on est parti, je vous l'expliquais tout à l'heure, sur quelques petites surfaces. Oui. Ça chiffrait en hectares dans les zones agricoles. Ça s'agrandit quand on a les disponibilités en proximité des lacs. Et là, effectivement, on avait une surface beaucoup plus grande qui pouvait être restaurée. Donc, il n'y a pas de raison de se limiter à partir du moment où techniquement c'est faisable, financièrement on peut le porter. Ça a souvent été dit, mais c'est souvent des coûts qui sont quand même relativement faibles par rapport à d'autres projets de nos territoires. Et puis, simplement sur l'aspect de l'enjeu de la biodiversité, c'est des sites qui ont été dégradés à un moment par des aménagements humains, de rectification de cours d'eau, etc. Quand on peut les restaurer, ne serait-ce que pour ça, c'est intéressant. Et puis, il y a toujours ce bénéfice pour la gestion des crues, pour la gestion aussi de la qualité d'eau. Pourquoi se priver d'une grande surface de marais ou quelle que soit sa taille, à n'importe quel endroit du territoire. Après, c'est vrai qu'on a quand même une certaine stratégie. On avait identifié les premiers sites qui nous paraissaient les plus pertinents. Ça s'appelait pour les SAGE, les zones humides stratégiques pour la gestion de l'eau. C'est vrai que nous, on avait bien identifié au départ celles qui nous paraissaient les plus pertinentes à faire en premier, parce qu'on pouvait avoir un gain plus rapide. Maintenant, on pense que c'est intéressant tout le long du cheminement des cours d'eau de a fortiori, comme je le disais tout à l'heure, quand on est effectivement aussi proche d'une population aussi importante, ça a valeur d'exemple aussi, je suppose, pour faire admettre aussi un certain nombre d'initiatives qui sont prises dans ce sens. Madame Daumont disait tout à l'heure, finalement, ce sont des choses nouvelles, façons de parler. Effectivement, en réalité, on revient à des solutions fondées sur la nature qui ont existé par le passé, finalement, et de manière ancienne.
et l'artificialisation, l'anthropisation qui a eu lieu est relativement récente finalement. Donc on revient à des solutions déjà connues par le passé. Merci beaucoup pour ces interventions sous forme de témoignages sur ce thème des solutions fondées sur la nature. Il nous reste à découvrir et à entendre les deux dernières intervenantes, en l'occurrence de cette matinée. Laure Huguenard, qui est chargée de mission en appui aux collectivités territoriales à l'ARB, l'Agence régionale de la biodiversité de Nouvelle-Aquitaine, et qui nous présentera le dispositif Territoire engagé pour la nature. Et Solène Faure, animatrice régionale Nouvelle-Aquitaine, pour nous parler de solutions d'adaptation fondées sur la nature, à travers le projet LIFE intégré artisan de l'OFB, de l'Office français pour la biodiversité ou de la biodiversité, donc dans quelques minutes. Mais pour commencer, Madame Huguenard, si vous voulez bien, pour nous parler du programme Territoire engagé pour la nature, qui vise à faire émerger, à faire reconnaître et valoriser des plans d'action en faveur de la biodiversité. C'est un programme qui s'adresse aux communes et aux intercommunes, aux intercommunalités, quelle que soit leur taille, qu'elles soient débutantes ou parfaitement initiées en matière de biodiversité. Vous nous direz pourquoi. Oui, merci du coup de me laisser la parole. Donc je vais vous présenter un dispositif qui est un petit peu en transversalité de tout ce qu'on a vu pour le moment, puisque c'est pas que pour les sujets liés à l'eau, c'est tout ce qui est sujet lié à la biodiversité, mais aujourd'hui on est sur les solutions fondées sur la nature et sur le monde de l'eau, donc on va parler surtout de ça. Donc alors, territoire engagé pour la nature, ou plus simplement dit TEN, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif d'engagement des collectivités infradépartementales, donc comme vous le disiez, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et qui permet la mise en cohérence des politiques publiques nationales, régionales et locales. Donc c'est avant tout en fait une reconnaissance sur 3 ans, une sorte de label, on est reconnu TEN, autour d'un plan d'action en faveur de la biodiversité et qui propose une offre de services, donc notamment un accompagnement technique et financier, une montée en compétences sur les sujets de biodiversité, une mise en réseau entre les collectivités et avec les acteurs locaux qui œuvrent pour la biodiversité, mais qui proposent aussi une offre d'ingénierie territoriale, et en petit bonus, un diplôme qui vous reconnaît TEN, et puis des outils de communication pour vous valoriser et vous donner plus de visibilité. Donc en résumé, TEN, aujourd'hui, c'est 230 collectivités engagées qui sont réparties sur 10 régions en métropole et en territoire ultramarin. Alors, pardon. Merci. Concrètement, en Nouvelle-Aquitaine, comment ça se passe ? Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque région, en fait, déploie son propre dispositif. En Nouvelle-Aquitaine, l'Agence régionale de la biodiversité a été missionnée par les services de l'État et la région pour pouvoir animer ce dispositif et le déployer. Donc aujourd'hui, l'agence est accompagnée d'un collectif régional qui est composé actuellement de la direction régionale de l'Office français de la biodiversité, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, mais aussi du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et des 2 agences de l'eau à Dour-Garonne et Loire-Bretagne. Donc, ce collectif, il définit la feuille de route du dispositif, donc les grandes orientations qu'on va choisir en fait de mener en Nouvelle-Aquitaine, et puis ces déclinaisons opérationnelles, donc en gros comment on va décliner sur le territoire ces grandes orientations et quels outils on va mettre à disposition des collectivités. Le choix qui a été fait, c'est d'en faire un véritable outil d'accompagnement, donc à l'amont, mais aussi à l'aval des candidatures, d'offrir un accompagnement individuel, mais aussi collectif, et autour d'une maille d'ingénierie territoriale qui permettra aux collectivités territoriales de pouvoir se retourner plus facilement sur des structures qui sont ancrées localement sur leur territoire. Aussi, une nouveauté par rapport à ce qui existe ailleurs, c'est qu'on offre la possibilité de se regrouper entre communes ou entre petits EPCI ou communes et leurs EPCI.
justement pour permettre à des collectivités qui seraient plus en difficulté de pouvoir fusionner leurs moyens. Attention toutefois, il faudra être maître d'ouvrage pour chaque collectivité pour avoir la reconnaissance. Donc vous allez me dire, TEN, c'est une reconnaissance, un outil d'accompagnement, mais c'est quoi comme projet ? Donc en fait le projet il s'articule autour d'un dossier de candidature. Donc là je vous ai mis par exemple la plaquette pour TEN en Île-de-France, mais chaque région a son propre outil de candidature qui prévoit en fait un état des lieux et puis un projet. Donc le projet il se fait sous la forme de fiches actions qui sont des actions engagées dans les 3 années. Alors, par exemple, ça peut être des actions, donc bien sûr, toutes liées à la biodiversité. Donc, ça peut être sur de la maîtrise foncière, de l'aménagement du territoire, du suivi de la biodiversité ou de la mobilisation citoyenne, par exemple. Il y a quand même 4 critères à respecter. Donc, le projet, il doit être impliquant, cohérent et proportionné. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous mobilisiez un maximum de partenariats, vous soyez le plus en transversalité possible, que ça soit cohérent avec vos politiques publiques et vos compétences internes, mesurable, révisable et inscrit dans une perspective d'amélioration continue. Ça veut dire évidemment qu'il faut pouvoir avoir une évaluation avant-après du projet et qu'on voit la réelle plus-value de vos projets. Il doit être aussi impactant et additionnel, donc à savoir qu'il doit y avoir une valeur ajoutée et qu'il doit être au-delà du simple volet réglementaire et être en lien avec l'action publique pour la biodiversité, donc en cohérence avec les politiques nationales et locales. Concrètement, par rapport au sujet lié à l'eau et aux solutions fondées sur la nature, donc on a parlé beaucoup dans les autres. Moi, je vous ai présenté, par exemple, la préservation, la création d'un cordon dunaire végétalisé, reprofilage de berges, d'un cours d'eau, ou par exemple, la création de mares ou la reconnexion de zones de mares que vous pourrez, par exemple, faire avec dans le cadre d'un chantier citoyen. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Et une fois que vous êtes lancé dans un projet, donc vous allez l'écrire dans le dossier de candidature. Bien sûr, il faut qu'il soit cohérent avec vos enjeux locaux et les politiques publiques locales. Mais TEN, qu'est-ce qu'il va faire en fait? C'est qu'il va vous permettre de faire de la mise en relation avec les acteurs spécialisés dans ce domaine, donc les experts locaux, mais aussi avec, par exemple, on travaille de pair avec l'animatrice régionale du projet Life Artisan qui vous présentera tout à l'heure ce que c'est. Mais aussi, on peut vous orienter et vous aider au montage de demandes de financement selon vos besoins. Comme je vous le disais, on travaille de pair avec les agences de l'eau qui sont présentes dans le collectif. Donc, c'est aussi un outil facilitateur. Et puis, on va vous proposer aussi des formations pour monter en compétence sur ces sujets-là, avec par exemple des webinaires, des visites de terrain, quand on pourra enfin le faire, bien sûr. Et du coup, je vous donne rendez-vous le 24 septembre, date qui sera en fait l'ouverture des assises régionales de la biodiversité. Donc cette année, les assises régionales seront faites sur 3 sites, donc Bordeaux, Poitiers, Limoges. Donc je vous invite à vous y inscrire, puisqu'il y aura notamment des ateliers qui pourront être dédiés sur ces sujets d'accompagnement. Et puis, entre octobre et décembre, il y aura les premières offres d'accompagnement avec un dispositif individuel qui sera en articulation avec des outils de la région. Et puis, collective avec une série de webinaires thématiques et techniques qui se dérouleront plutôt entre octobre et novembre. La clôture de l'appel à candidature sera à la mi-décembre, juste avant les congés scolaires. Et puis, les premiers lauréats seront choisis début 2022.
Donc, vous pouvez aller sur le site engagépourlanature.fr. Pour l'instant, il n'y a rien pour la Nouvelle-Aquitaine, mais ça ne devrait pas trop tarder. Et puis, vous aurez aussi mon contact pour pouvoir prendre les premiers échanges. Voilà. Si vous êtes intéressé, si vous avez besoin d'aide, etc., etc. Donc voilà, plutôt un outil un peu transversal. Merci beaucoup, Laure Huguenard, pour ces informations très précises et même en termes d'agenda. Il nous reste à entendre l'intervention de Solène Faure, donc, qui est animatrice régionale Nouvelle-Aquitaine, autour des solutions fondées sur la nature. Vous allez nous parler du projet LIFE intégré artisan, projet de l'Office français de la biodiversité. Alors, je précise, petite minute d'information pour les moins experts d'entre nous, mais l'OFB est issu historiquement de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui est devenu entre-temps, qui a intégré la compétence biodiversité pour devenir l'AFB, l'association française, l'Agence française pour la biodiversité, et qui vient de fusionner avec la chasse et la faune sauvage pour devenir l'OFB. Voilà, pour faire la petite partie d'informations sur la structure qui nous intéresse maintenant. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, je vais vous parler un peu plus en profondeur du projet LIFE Artisan. Donc, tout d'abord, Artisan, c'est l'acronyme pour accroître la résilience des territoires au changement climatique en incitant à l'usage des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc, juste avant, on a vraiment évoqué ce que c'était que les solutions fondées sur la nature. Donc, je ne vais pas le refaire, ça a été très bien fait, d'abord par Frédéré et puis par de nombreux exemples. Simplement, ce projet LIFE, il se concentre vraiment sur les solutions qui relèvent du défi sociétal de l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire s'adapter aux impacts que le changement climatique a ou aura dans les années à venir. Donc, c'est un projet qui est porté par l'OFB. Il y a 4 personnes dans l'équipe projet au niveau national. Et puis, au niveau régional, nous sommes 13 animateurs régionaux sur ce projet. Donc, on est tous à l'OFB, hormis 3 d'entre nous qui sont dans les agences régionales de la biodiversité, donc en Île-de-France, en Centre-Val de Loire et en Occitanie. Le projet, il a 2 objectifs majeurs. C'est d'abord, bien sûr, de créer une généralisation du recours aux solutions d'adaptation fondées sur la nature en France. Et puis également, dans un même temps, de faciliter l'atteinte des objectifs de 2 documents cadres, que sont d'abord le Plan national d'adaptation au changement climatique et également la Stratégie nationale pour la biodiversité. Donc on n'est pas tout seul à le porter, il y a également 28 bénéficiaires associés, et ce, à différents niveaux. Donc là, vous voyez les petits logos, je ne vais pas tous les détailler, mais au niveau national, régional et puis local. Donc, grâce à eux, il va y avoir un certain nombre de ressources et d'outils qui vont être produits dans le cadre de ce projet. Donc, par exemple, une note de cadrage pour mieux définir encore ce que c'est que les solutions d'adaptation fondées sur la nature et une matrice qui va permettre de les identifier et également de les évaluer avec des indicateurs. Également, donc, il y a en cours une étude des freins et des leviers au déploiement de ces solutions et puis des fiches retour d'expérience qui sont toujours très utiles pour mobiliser les territoires, ainsi qu'un état des lieux des solutions d'adaptation fondées sur la nature dans les documents de planification, donc comme les PCAET, les SDAGE ou encore les STRADET. Au niveau régional, donc moi-même et puis tous les autres animateurs régionaux, on a pour mission de mettre en place un réseau régional d'acteurs et créer justement une interface entre les acteurs du changement climatique et ceux de la biodiversité. Puisque, comme on l'a dit, là, vraiment les solutions d'adaptation fondées sur la nature, elles ont l'énorme avantage de concilier ces 2 grands enjeux. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important de dénouer le dialogue et de travailler en co-construction. Également, donc, on va s'attacher à partager l'expérience acquise sur les territoires, faire une remontée des besoins au niveau national, et puis, on l'espère, appuyer l'accompagnement de nombreux projets et intégrer les orientations favorables au SAFN dans les documents de planification. Alors, au niveau local, il y a déjà un programme démonstrateur qui est en place depuis 1 an déjà et qui regroupe 10 sites pilotes. Donc, sur la carte, vous voyez qu'en fait, il y a 10 sites pilotes qui vont répondre à des impacts du changement climatique. Donc, par exemple, donc en lien avec l'eau, il y a beaucoup l'inondation ou encore la sécheresse, mais il y a également d'autres thématiques, donc comme la résilience des forêts ou les îlots de chaleur urbains.
Également, les spécificités des régions, c'est que certaines d'entre elles vont avoir une thématique de référence pour pouvoir accompagner plus spécifiquement une thématique aussi dans les autres régions. Donc, les thématiques sont très variées. Il y a l'eau, l'agriculture, les bâtiments, le tourisme, le littoral ou encore la forêt. Et nous, en Nouvelle-Aquitaine, nous serons référents sur l'agriculture en lien avec les milieux aquatiques. Donc, ça recoupe vraiment les présentations qui ont été faites précédemment. Voilà, alors juste pour conclure, un calendrier rapide. Donc, le projet il a été lancé il y a quelques mois, en décembre 2020. Et donc là, dans cette première année, on s'attache à mettre en place des réseaux régionaux et d'analyser les freins et leviers qu'il peut y avoir au déploiement de ces solutions. Ensuite, au niveau néo-aquitain, on va, avec la constitution d'un groupe de travail et d'un comité de suivi qui regroupe de nombreux acteurs régionaux, établir un panorama territorial, donc à l'aide de documents qui ont été déjà faits précédemment, donc qui lie à la fois les enjeux du changement climatique, mais surtout une cartographie d'acteurs engagés sur ces thématiques-là. Ce panorama, il nous servira après à établir une stratégie pluriannuelle, donc sur 5 ans, pour permettre le déploiement des SAFN en le déclinant à chaque fois dans des plans d'action. Parallèlement à ça, on va aussi aider à la définition de 2 territoires à accompagner par l'entreprise Solagro, qui s'est engagée dans le cadre de ce projet à accompagner la transition agroécologique d'une collectivité territoriale et d'une coopérative agricole en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et pour finir, on s'attache également à recueillir et à valoriser les solutions d'adaptation fondées sur la nature existantes. Donc on a eu beaucoup d'exemples et c'est super. Mais vous qui nous regardez, si vous reconnaissez dans ces projets-là et si vous voulez qu'on valorise vos actions, n'hésitez pas à revenir vers nous, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre présence Solène Faure, et merci pour cette présentation très synthétique. On prend conscience de l'ampleur que prend le sujet maintenant à travers des programmes aussi ambitieux. Et j'ai envie de vous demander si, avant de nous tourner peut-être vers la régie pour savoir s'il y a des questions du chat, mais du coup vous m'avez inspiré des questions spontanément, notamment celle-ci. On voit bien effectivement cette prise de conscience à tous les niveaux. Toutes les régions sont maintenant impliquées. C'est piloté par l'OFB, qui est un office national. On sent qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se sentent maintenant concernés et intéressés par le sujet. Et pourtant, ce n'est pas nouveau, puisque ce type d'action ou de démarche a déjà eu lieu en nombreuses régions, peut-être de manière plus sporadique. Mais on a des retours d'expérience sur les solutions fondées sur la nature en lien avec l'eau et la biodiversité. On parlait des bénéfices conjugués qu'on pouvait obtenir à la fois sur l'aspect eau, sur la gestion de l'eau, sur les risques contre les inondations, sur l'aspect quantitatif et qualitatif de l'eau, plus généralement. Et puis, on découvre en même temps, ça a été vu à travers les exemples qu'on a vus, un retour de la biodiversité, une amélioration des indicateurs en matière de biodiversité. Est-ce qu'on a des exemples qui seraient particulièrement emblématiques en France, qui montrent ce qui peut nous attendre si on s'attelle vraiment au sujet et si on investit, puisqu'il y a aussi des moyens qui sont prévus pour accompagner ces initiatives? Là, spécifiquement sur la SAFN, les meilleurs exemples, c'est vraiment les sites pilotes qui viennent de démarrer certainement, mais je pense que dans les 8 ans du projet, il va y avoir réellement les moyens humains et financiers qui vont être mis en place et, je l'espère, des résultats qui vont être convaincants. Donc je pense que le suivi de ces sites pilotes sera particulièrement explicatif et démonstrateur de ce qui peut se passer. Très bien. Par le passé, Madame Daumont, ça vous inspire quelque chose ou des expériences particulières? Moi, ce que je veux dire, c'est que la richesse des exemples qui ont été montrés montre qu'on met déjà en pratique ces solutions fondées sur la nature sur notre territoire néo-aquitain, sur les 2 bassins, donc Adour-Garonne et Loire-Bretagne, et que c'est le label qui est nouveau. Mais les pratiques sont là, déjà effectives. Sont déjà effectives avec des retours d'expérience très positifs sur ces démarches-là. Donc, je crois qu'il faut prendre conscience du chemin qui a déjà été fait sur de nombreux territoires. Et là où moi, je voulais mettre l'accent en conclusion, c'était de dire toutes ces démarches sont effectives grâce à tous nos acteurs locaux sur le terrain,
On a un réseau fantastique de techniciens rivières, d'animateurs de sages, de collectivités engagées, d'associations de protection de la nature, mais qui travaillent aussi avec tous les acteurs. On a des partenariats très forts avec la Fédération de chasse en Gironde, avec la Fédération de pêche. Là, c'est Pinceau. Donc, on arrive à travailler de manière multipartenariale sur des projets emblématiques et qu'il faut peut-être pouvoir mieux mettre en lumière. Et ce type d'événement comme Cyclo aujourd'hui le permet. Donc, il faut voir déjà tout ce qui a été fait de manière positive sur nos territoires. Tout à fait. En approche intégrée, comme le disait Frédéric en introduction, ça me semble très important de rester avec cette approche à l'échelle des bassins versants, et les collectivités, avec l'aide des agences de l'eau, se structurent de plus en plus dans ce sens. Merci beaucoup Marie-Claire Daumont. J'aurais souhaité rester sur le point d'orgue de cette très belle conclusion, mais il nous restait 1 minute pour ce faire. J'avais une toute dernière question pour M. Queneau qui m'intéressait tout à l'heure à travers sa présentation. Vous avez évoqué toute la motivation que maintenant avaient les collectivités, la compréhension qu'ils avaient de cette approche. Et vous avez évoqué également des propriétaires privés que vous avez réussi à associer à la démarche. Alors autant on a compris que les collectivités pouvaient entendre un certain nombre de messages aujourd'hui dans leur intérêt et dans l'intérêt collectif. Comment est-ce qu'on convainc les propriétaires privés de l'intérêt de s'associer à ce type de projet quand ils sont concernés ? En fait, le démarrage de ces projets, on l'a surtout fait avec les collectivités locales, que ce soit les propriétaires, que ce soit les communes ou le département, le conservatoire du littoral. Donc on a commencé par ces sites-là qui étaient les plus faciles pour pouvoir intervenir. Et ensuite, les propriétaires privés qui étaient voisins ont pu voir ce qui s'y faisait. Alors on a quand même la chance sur le territoire, c'est que ces grandes zones de marais, il n'y a pas d'enjeu économique d'agriculture ou économique particulier. Donc ils n'ont pas un intérêt spécial à pouvoir intervenir dessus. C'est des parcelles qu'ils ont souvent dans la famille depuis très longtemps, où ils exercent des activités de chasse, de pêche, mais pas d'autres activités particulières. Donc c'est déjà plus simple, il n'y a pas d'enjeu fort pour eux. Et en fait, simplement en voyant ce qui se faisait sur les parcelles voisines, ils ont été aussi intéressés à rentrer dans la démarche sans difficulté particulière. Donc après, il faut quand même s'adapter à la sensibilité de chacun. Mais voilà, ça s'est passé relativement simplement. Oui, je comprends. Alors effectivement, vous n'avez pas été directement concerné, mais je pensais dans certaines situations où il y a des activités agricoles, par exemple, notamment, qui peuvent poser des difficultés supplémentaires. Voilà, je pensais à ce cas-là, mais qui n'a pas été rencontré, semble-t-il, dans votre propre projet. Après, sur la partie agricole, toute l'amont du bassin versant, c'est vrai qu'on a la chance, donc il y a une dizaine d'exploitants agricoles, c'est des grandes exploitations, mais il y a une motivation qui a surpris tout le monde, tant de notre côté que du côté des chercheurs qui nous accompagnent dans ces démarches, de voir à quel point ils étaient impliqués dans leur territoire. C'est des gens qui vivent sur ces communes, qui sont autant intéressés par la bonne qualité d'eau du lac que par leur activité économique. Et parfois impliqués dans la collectivité elle-même. Et en plus, tout à fait, exactement. Il y a certains de nos élus, effectivement, qui sont aussi exploitants agricoles, qui nous aident dans cette animation. Et c'est vrai que c'est une motivation qui est assez étonnante à ce point-là, parce que derrière, c'est pour eux des investissements, c'est des changements de pratiques qui sont quand même conséquents sur très peu d'années. Finalement, 10 ans pour changer des pratiques agricoles, c'est pas si long que ça. Donc effectivement, c'est remarquable de voir ça. Merci. Oui, je vous en prie. Merci pour ce dernier message particulièrement encourageant pour ceux que cela pourrait inquiéter. C'est vrai que la partie, le lien aussi avec la recherche, qui apporte des éléments factuels, c'est-à-dire que de dire voilà, on en est à tel niveau de pollution ou pas, voir ce qui s'est amélioré, a aussi beaucoup aidé dans la compréhension et pourquoi on veut aller si loin dans la démarche d'amélioration des choses. Et cela passe comme d'habitude par cette composante d'information et de communication qui est indissociable de tous ces projets. Je ne vous dirai pas le contraire. Merci beaucoup Monsieur Queneau. Merci mesdames pour votre présence également, pour vos interventions respectives. Merci à nos intervenants en visio qui étaient un peu loin géographiquement mais qui sont restés très proches de cœur avec nous sur cette thématique de cette fin de matinée. Je vais vous souhaiter un bon appétit parce que je pense que c'est à peu près l'heure de le faire. Et puis vous donner rendez-vous cet après-midi à 14h pour notre prochaine conférence. 2 conférences cet après-midi dont vous retrouverez les détails sur votre programme. Et je vous dis à bientôt. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis ce matin. 3, 2, 1.